il est question dans cette succession d'articles de cerner des variantes, des conséquences habituellement répertoriées de la forclusion en tant que forme princeps de négation propre aux psychoses, et d'avancer aussi un certain abord de la maladie physique dans son ancrage dans la vie psychique. C'est ainsi que j'entends l'allusion prudente de Champguillardi: ne doivent pas être trop affirmés les propos soutenant une causalité psychique. C'est ce qu'ose pourtant Françoise Bessis. Je ne sais pas si elle est là. Oui. J'ai des problèmes de vue, donc myope et presbyte à la fois, donc je vois de loin. Donc dans son récit serré, relatant son travail thérapeutique avec Loïc. Le cancer dont il souffre, l'irruption du cancer viendrait à la place de l'acte psychique qui aurait permis de mettre un terme à la soumission masochiste. Alors ça c'est moi qui rajoute, donc lui, pardon. Le cancer dont il souffre, l'irruption du cancer viendrait à la place de l'acte psychique qui aurait permis de mettre un terme à la soumission masochiste à ces trois patronnes, les trois patronnes de la prestigieuse société de recherche en publicité dont il est l'employé. Le cancer dont il souffre, c'est un lymphome cérébral, me semble-t-il. Localisation cérébrale d'un lymphome. Oui, le cancer renvoie le sujet à sa vulnérabilité primordiale. Il autorise ce que le clivage psychique du patient lui interdit. Ce jeune homme, Françoise Bessis, l'a rencontré à l'hôpital, souffrant d'un lymphome à localisation cérébrale. Ce patient avait déjà fait 2 cures analytiques et s'était construit un savoir dont elle dit qu'il s'est avéré inopérant. En effet, Loïc, fort de ses savoirs acquis sur le divan, a pu décrire par le menu tout ce qu'il a subi dans sa vie auprès d'une mère intrusive, empiétante, prête à l'éduquer jusqu'à la mort, selon ses mots, à l'éduquer à mort, comme le patient lui-même le reprend de Zorn. Éduqué par l'analyste, après avoir été éduqué par sa mère, pris donc dans un transfert qui s'avère bien différent d'une reprise d'une relation ancienne et mise au goût du jour dans la rencontre, mais répétition traumatique et de fait inanalysable classiquement. Là, j'ai condensé ce que Lucien Israël dit de ce qu'est le transfert, c'est-à-dire la reprise du lien précoce aux parents, pour aller vite, dans l'actuel d'une rencontre et donc dans le nouveau. Françoise Bessis reprend en effet, je dis l'accident, c'est moi qui utilise ce mot, l'accident qui met un terme à de longues années de cure analytique. Par le passé, la mère de Loïc s'extasiait devant les performances de son fils en s'écriant « Quel ange !» alors que Loïc, éreinté par une séance d'analyse, se plaint d'être vidé, d'avoir subi une vidange. Son analyste joue sur l'équivoque. Et la cure s'arrête ensuite. Françoise Bessis souligne la dimension de scandale qui consiste à équivoquer dans ce type de transfert, je dis inanalysable classiquement, et propose, dans la rencontre avec le patient, un abord tout autre, visant à rétablir l'émotion détruite, censée faire lien entre un intellect fonctionnant pour son propre compte et le psyché-soma, dont cet intellect serait clivé. Il y a l'idée que l'analyste vivrait le trauma subi par le patient, quitte même à ce que l'agent traumatique soit le patient lui-même. Cette expérience vécue jusque dans les somatisations de l'analyste, vous évoquez des douleurs abdominales lors d'un épisode, permet de faire un lien entre les attaques traumatiques et leurs effets ravageants. Donc j'ai repris deux phrases que vous reprenez, des phrases de la mère. Donc, une demande ou un propos de Loïc qui dérange la mère, ou la contrarie, sont annulés par cette réponse. C'est le cancer qui te fait dire ça. Et la deuxième que je cite, comme Loïc se plaint de terribles maux de tête liés à son lymphome, elle lui rétorque, c'est comme moi, j'ai souvent mal à la tête le matin, je prends un café et tout va bien. Donc, Loïc se retrouve dans un état de profond abattement après avoir entendu certaines phrases, donc celle-ci par exemple, prononcées par sa mère.
Elle attribue donc au cancer de son fils les émergences de paroles désirantes, donc par exemple les demandes de Loïc, et elle nie son cancer en banalisant sa douleur, et en lui expliquant donc qu'elle a les mêmes douleurs que lui. Donc double lien typique, ton être se réduit au cancer. Donc premièrement, ton être se réduit au cancer. Deuxièmement, tu n'as pas de cancer. Et négation de l'être, tu n'as pas de désir, tu n'as pas de sensation. Je souligne la portée traumatique attribuée au mot même de la mère. Il s'agit là d'interactions telles qu'on les observe dans les dynamiques familiales des structurations psychotiques. Les lâchages et les empiètements psychiques sont dans les psychoses en place de traumas, micro-traumatismes répétés, pourrions-nous dire, avec la rhumatologie. La cure vise, donc dit l'auteur, à restaurer la connexion symbolique. Or, la forclusion, c'est bien cela, cette déconnexion symbolique. Hypothèse de quelque chose qui ne serait pas irrémédiable, certes, mais au prix tout de même de la maladie mortelle. L'analyste d'un patient tellement gravement malade est amené à le recevoir à l'hôpital, bien sûr, mais aussi d'accepter de le recevoir à son cabinet et de se rendre à son domicile. On peut insister sur la part très active que prend l'analyste et la formule très heureuse qu'emploie François pour le dire. Dans la cure, l'analyste devra aller au-devant du patient pour ne pas le laisser seul dans sa détresse. J'ai cité cette phrase dans ce texte. Aller au-devant, c'est bien ce que nous sommes amenés à faire avec les patients psychotiques. C'est l'analyste qui met la première mise. Certains vont jusqu'à dire que le transfert initial est celui de l'analyste. C'est bien ce que l'on retrouve sur les bords du réel, au bord des lits, puisque c'est ainsi que travaille l'unité de psychothérapie analytique de la Pitié-Salpêtrière. Les premiers entretiens, je cite, auprès de patients souffrant de pathologies graves de la tête et du cou et pris en charge en chirurgie, se passent au lit du malade. Le dénuement, la fragilité, la précarité obligent l'analyste à être là. Les cures auprès de tels malades, comme le souligne Martin Dombrowski, qui est peut-être là, oui, très bien, sont tournées vers la recherche de sens. Le sujet cherche un sens à sa maladie. Des phases sont décrites, la culpabilité, la rage, l'incompréhension, puis le déploiement du roman familial, des souvenirs, des fantasmes et des positions subjectives singulières, enfin les modalités de fixation de la jouissance. Cure quasi classique en somme, mais il y a aussi à souligner toute une clinique alternative, par exemple celle des maladies auto-immunes, dont l'auteur nous indique qu'elles s'articulent régulièrement à des positionnements mélancoliformes et à un échappement au discours médical, puisque la douleur ou la lésion vient en place de réponses comme fixation de jouissance. Là, je cite des notes cliniques qui peuvent nous être extrêmement utiles dans la pratique quotidienne, pas seulement à l'hôpital, avec les patients souffrant de pathologies auto-immunes, dans cette similitude avec la mélancolie. C'est entre le discours médical et le discours du patient, deux discours en tension sur la maladie, que pourrait advenir une parole. C'est encore avec prudence que l'auteur questionne la possibilité de lire les pathologies auto-immunes comme des équivalents de psychose, l'organe malade venant en place de suppléance au signifiant forclos. Le texte de Christian Jodot permet de faire un point sur la forclusion en reprenant les arcades de l'usage qu'en a fait Lacan. Il rappelle la distinction entre forclusion et forclusif, c'est-à-dire le forclusif avec la dimension grammaticale. Le forclusif, c'est pas. Je passe. Avant de suggérer que dans les situations de survenue brutale de pathologie vasculaire cérébrale, ne serait pas en jeu une forclusion d'événements violents du parcours de ces patients, en l'occurrence l'exil ou la mort d'un fils, mais du non symbolisable, du côté du réel. Il insiste sur des effets classiques de l'analyse qui se trouvent alors rendus possibles, puisqu'il a possibilité de reconstruire une autre histoire et de faire résonner autrement cette histoire et les mots qui la portent. Agnès Dutoit relate l'histoire du suivi d'une patiente atteinte d'un cancer de la langue. Je ne sais pas si Agnès Dutoit est là. Non. Souffrant d'un cancer, mais mourant en fait, certes d'une reprise du cancer, mais à la suite d'un épisode allergique. Récit absolument saisissant, que je préfère ne pas déflorer, mais dont je veux dire qu'il insiste
de façon confondante sur l'intrication entre signifiants, conflits familiaux et localisation dans le corps d'atteintes gravissimes. En l'occurrence, bon, je vous le raconte, hein, puisqu'elle n'est pas là. Donc, en fait, cette femme a eu un cancer de la langue. Et elle commence à être suivie, en tout cas par l'auteur, à 65 ans. Et en fait, elle raconte, elle parvient à retracer le fait qu'à 25 ans, elle s'est disputée avec son père autour d'une dette qu'elle a contractée avec sa tante, c'est-à-dire la sœur du père. Le père était furieux que sa fille ne l'ait pas informé de l'emprunt d'argent auprès de sa sœur, la sœur du père. Les deux protagonistes, père et fille, se disputent très fortement autour de cette affaire, et ça se termine par un coup de téléphone où, je crois, la patiente rompt le lien avec le père, et par la suite, elle perd les contacts avec sa famille. Elle refuse de leur répondre, le téléphone sonne, elle ne répond pas, et elle apprend un mois plus tard le décès de son père à la suite d'un infarctus qui avait commencé juste après le dernier coup de fil qu'ils avaient eu ensemble. Et ça lui a laissé tout ça un goût amer, dit-elle. Donc le goût amer, les problèmes avec la langue, avec le téléphone, tout ça est absolument repris vraiment par l'auteur. Quand la mère meurt de la même façon, elle n'est pas dite tout de suite au courant, elle apprend la chose au moins, je crois 2 mois après le décès de la mère, sa sœur la contacte par lettre. Donc je vous disais, donc en fait, enfin, je vais continuer à lire le texte, mais vous entendez, il y a la langue, la parole, le goût amer et le fil à la patte, puisque le père de la patiente, elle s'en plaignait parce qu'il était comme un fil à la patte, et il y a la question du fil du téléphone, c'est-à-dire son refus de répondre au téléphone. Donc, c'est un texte donc, aussi qui permet à chacun de repenser la question de l'incitation à l'abstinence du tabac, puisque tout le monde s'est acharné à essayer de la faire arrêter de fumer. Or, il se trouve qu'elle a continué à fumer malgré le traitement de son cancer, malgré le traitement du cancer, et elle a eu une rémission de 5 ans malgré la poursuite de la consommation de tabac. Donc, l'auteur insiste aussi sur les sermons, elle utilise le mot de sermon, puisque en fait, elle rencontre un allergologue au déclenchement d'une allergie au pollen. Paul N, son père s'appelait Paul, et donc c'est la haine du père, Paul N. Elle vraiment reprend ce mot. Et l'allergologue la sermonne, lui exige en fait en quelque sorte qu'elle arrête de fumer. Il lui dit si vous continuez à fumer, vous allez finir sous oxygène. Ah ben il n'en est pas question, plutôt mourir qu'avoir un fil à la patte, hein, le fil du père, le fil enfin le tuyau d'oxygène, et elle meurt d'une reprise de son cancer très peu de temps après ça. Donc ce texte aussi permet de penser que les réflexions que les patients mènent avec nous dans leur thérapie et sur le divan autour des questions de circulation d'argent, donc la mise en forme concrète de la question de la dette, sont probablement hautement préventives des maladies très graves pour nos patients et pour les membres de leur entourage. Et je pense aussi, selon le mot de Lacan, ça ne va pas sans dire, bien sûr, que encourager au dialogue entre père et fille, même quand ça va pas très bien, c'est pas non plus du luxe toujours. C'est-à-dire que cette affaire est quand même très ancrée dans ces accidents qui sont des choses banales dans les cures. C'est-à-dire que dans les cures, on reprend ces choses-là avec nos patients. La question de parler de la dette et affiner finalement cette question de la position du père par rapport à son insupportable de voir sa fille demander de l'argent à sa sœur. Ces choses-là auraient pu être traitées, dites autrement, sans doute. Et c'est ce qu'on fait dans les cures. Alors ensuite, Michel Ney relate une étude très importante portant sur le profil psychologique de patients souffrant de cancer des voies aérodigestives. Elle donne aussi celui des hommes souffrant de tumeurs cérébrales hospitalisés à la pitié. Hommes jeunes, suractifs, surimpliqués dans leur travail, qui ont tendance au sacrifice de soi, à l'altruisme, enfermés dans une névrose de contrainte, père éloigné, mère omnipotente, courage exceptionnel face au traitement
chimiothérapie et aux traitements chirurgicaux. Donc, en fait, je trouvais ces caractérisations ces typologies finalement des personnes qui souffrent de cancer avec la consommation d'alcool et les patients qui souffrent de tumeurs cérébrales très très utiles. Donc je vais juste parler des patients qui souffrent de tumeurs cérébrales, puisque avec leur altruisme et leur névrose obsessionnelle et leur sacrifice de soi, sacrifice au travail, etc., on retrouve, me semble-t-il, quelque chose qui ressemble au cas Loïc. C'est-à-dire, Loïc, à la fin de sa vie, était très généreux avec les personnes qu'il avait rencontrées dans le service. Je crois que la dame n'est plus... Je ne vois plus. Ouais, bon, c'est grave. Bon, passons. Nathalie Alvarez se concentre sur les pathologies invalidantes de la bouche et de l'oreille, hyperacousie et glossodynie, lorsqu'il n'y a pas de substratum anatomique et que le malade erre de médecin en médecin à la recherche vaine d'un soulagement. Les deux patientes qu'elle évoque font état de manifestations du réel où l'objet, petit a, fait retour. La bouche et l'oreille sont des trous bordés d'être pris dans la demande à l'autre. S'il advient une éclipse de l'autre, alors le circuit pulsionnel est réduit à peu de choses. Son hypothèse, pour rendre compte de ce type de pathologie, est celle d'un relâchement du nouage RSI sans que le nœud ne soit à proprement parler dénoué. Il y aurait un délire de jouissance qui n'entraînerait pas la chute de l'édifice de par la fixation du symptôme même. Indication sans doute pour les cures de tels patients. Donc il s'agirait là de procéder à un resserrement du nouage. C'est-à-dire qu'en fait, glossodynie, c'est les brûlures dans la bouche, sans qu'il y ait de pathologie organique avérée. L'hyperacousie, c'est l'hypersensibilité au moindre son, donc des vécus terribles, insupportables, comme ça a été dit tout à l'heure. Et si on suit cette hypothèse du relâchement du nouage, ça indique bien que ce sur quoi il faut travailler, c'est certes peut-être pas l'objet petit-a et la façon dont on peut essayer de le cerner du côté de la bouche ou de l'oreille, mais renforcer RSI simultanément si possible, ce qui, voilà, c'est une indication à mon sens psychopathologique assez précieuse. Je ne sais pas si on a le temps, si je continue, je parle du texte de Pommier. Donc le texte de Gérard Pommier donc apporte un début de réponse à ce qui reste en clinique, donc une question en attente. Comment rendre compte de la place du père dans la réalité, dans les cures de psychose et dans les constellations de psychose? Comment ne pas se limiter à considérer la forclusion du nom du père comme conséquence de la façon dont le désir s'organise pour la mère? Lacan a en effet ironisé sur la façon dont on a pu longtemps psychologiser sur la personnalité des pères pour aborder la dynamique familiale dans les psychoses. Et en fait, donc Lacan impose la formule selon laquelle ce qui compte, c'est le cas que la mère fait de la parole du père dans la promotion de la loi. Ce sur quoi Pommier insiste ici, c'est sur le désir du père. Le désir du père. Le désir du père, c'est vrai que Lacan n'en parle pas dans son texte sur les psychoses. Donc, je cite le passage de Pommier. Qu'est-ce qu'un père? J'oserais dire pour le moment que ce n'est qu'un fils qui en a assez d'être un fils et veut parricider son père en ayant un enfant. C'est parce qu'un fils a longuement supporté le désir de son propre père, ses commandements éducatifs, son amour plus ou moins ouvertement incestueux, sa violence plus ou moins affirmée et sa haine plus ou moins affichée de la sexualité de ses enfants, qu'un fils accumule les transgressions qui sont meilleures pour la santé que les symptômes. Il en a un jour assez et veut cesser d'être un fils pour être père à son tour. Le désir du père est porté par le parricide. Ce n'est pas une métaphore, mais le spiritus sancti d'un fils tueur. Un tueur qui sera ensuite tué par son propre fils, car tel est justement le mystère du désir du père. Les pères sont des fils qui veulent prendre la place du leur, de manière plus ou moins terrorisée ou claironnante, et cela sans trop s'occuper ou au mépris du désir de la mère. N'est-il pas temps d'en finir avec cette idée des mères déguisées en crocodiles pourvoyeuses de la psychose?
En distinguant dans une lecture structurale du mythe d'Oedipe deux pères, le père qui cherche à assassiner l'enfant, puis le père qui élève l'enfant, Gérard Pommier permet d'accéder à l'idée que ce sur quoi porte la forclusion dans les psychoses, c'est le parricide. Le parricide étant d'ailleurs en lien direct avec l'acte de nomination. En donnant vie au signifiant, on tue la chose. Pas d'écart entre signifiant et signifié sans le soubassement du parricide comme support de l'organisation psychique. La distinction entre les formes de forclusion propres à la schizophrénie et propres au paranoïa est ainsi proposée. Dans la schizophrénie, le deuxième père, absent dans la réalité, empêche la mise en place du fantasme parricide. La chaîne signifiante s'effondre sur le signifié, c'est le langage d'organe décrit par Freud dans l'inconscient, dans son texte L'inconscient, dans Métapsychologie. Dans la paranoïa, il y a un père d'acier, selon l'expression de Pommier, pas de forclusion du patronyme, mais déclenchement du délire par la surprésence du père, en ce que le désir du père n'est pas absent, mais meurtrier. On a là une véritable proposition de complexification de la compréhension structurale des psychoses, avec des conséquences possibles majeures en clinique et dans les soins portés aux psychotiques. Gérard Pommier achève sa réflexion sur la question de l'hypocondrie et des phénomènes psychosomatiques. La formule reprise de Freud par Ouchang Guiardi y apporte un vrai début de réponse et donne tout son sens au parallèle proposé par ce livre entre somatose et psychose. Je cite « Jamais envisagé pour les atteintes du corps, sinon de façon latérale et pusillanime, c'est là pourtant qu'apparaît dans sa plus remarquable netteté et la parfaite crudité la pertinence et la réalité de la formule lacanienne, selon laquelle ce qui a été forclos reparaît dans le réel. Ce qui a été forclos reparaît dans le réel du corps, dans la somatisation. La distinction entre psychose psychique et somatique résiderait dans la représentation ou non d'un grand autre. Il n'y aurait pas de représentant représentatif dans les psychoses somatiques, ce à quoi viendrait suppléer le diagnostic, porté par docteurs, professeurs, guérisseurs, guides et gourous, sommités et élus. Ouchang Guiardi pose dans son texte deux questions cruciales en clinique, celle de l'existence en chacun d'un noyau psychotique et celle de la mobilité de la structure, la possibilité de voir une organisation psychique se décaler au fil du temps d'une structure à l'autre. La clinique montre que les cadres nosologiques et psychopathologiques ne se présentent ni immobiles, ni immuables, et que la structure ne consiste pas en un assemblage fini et figé. Sans doute faut-il ajouter clinique sous transfert, car on ne saurait passer sous silence l'effet intrinsèque de la parole portée sur la souffrance psychique ou somatique et les transformations qu'elle implique, comme le soulignent pratiquement tous les récits cliniques rapportés dans ce volume. C'est le cas de ce monsieur N, dont Ouchang Guiardi, dont le parcours sur 3 décennies va des passages classiques à l'adolescence, en passant par les somatisations, puis la production délirante paranoïaque, pour en arriver aux rives d'une réflexion personnelle. Je fais l'hypothèse que ce qui permet aux patients de ne pas se trouver fixés sur un mode unique de souffrance-jouissance, c'est justement d'être suivi, accompagné, écouté psychiquement, traité sur 30 ans. S'il n'y a pas ça, peut-être que le diagnostic peut être fixe ou figé. Voilà. Les pratiques analytiques autour de psychotiques ou de patients atteints de pathologies somatiques lourdes ne relèvent pas de cadre classique. Comme Moury disait qu'il y avait les psychiatres des villes et les psychiatres des champs, sans doute y a-t-il aussi la psychanalyse codifiée des névroses et celle risquée, presque transgressive par rapport à la première, de la misère et des détresses humaines les plus insoutenables. Il s'agit d'aller au-devant du malade, de se déplacer auprès de son lit, de proposer des cadres incongrus, éventuellement de se déplacer à son domicile. On voit que cette dernière forme de travail permet aussi de vérifier et d'approfondir les concepts analytiques et d'éviter à la psychanalyse de garder certains points d'aveuglement. Voilà.